Le soir tombait sur Ouagadougou, enveloppant la ville d'un manteau écarlate, comme si le ciel, épuisé par la chaleur accablante du jour, versait une pluie de feu sur la capitale. Les rues, recouvertes de poussière, vibraient encore des klaxons incessants, des pétarades de motos et des appels des vendeurs ambulants. Mais une tension diffuse flottait dans l'air. Invisible aux yeux de la foule, elle se révélait à ceux qui connaissaient les rouages cachés du pouvoir. Dans les couloirs du palais présidentiel, le capitaine Ibrahim Traoré, chef d'État par intérim du Burkina Faso, marchait d'un pas sûr. À 34 ans, il portait le destin d'un pays meurtri sur ses épaules, déchiré par la menace terroriste, miné par la misère et secoué par des luttes internes. Ce soir-là, son visage d'ordinaire impassible révélait une tension inhabituelle. Ses yeux foncés, légèrement froncés, examinaient chaque recoin, chaque silhouette dansante sous la lumière chancelante des lustres. « Monsieur le Président, ils vous attendent » dit son aide de camp, le lieutenant Saadogo, en poussant la lourde porte en bois massif menant à la salle de crise. Cet homme, habituellement imperturbable, laissait paraître une nervosité rare pour un ancien des opérations spéciales. La pièce, spartiate, était éclairée par des tubes fluorescents blêmes. Autour d'une longue table en acajou étaient assis les généraux les plus fidèles à Traoré, ceux qui l'avaient soutenu lors de son accession au pouvoir en octobre 2022. Silencieux, ils attendaient. Leurs tenues impeccables juraient avec leurs traits tirés. L'atmosphère était si lourde qu'on aurait cru qu'un simple souffle pouvait faire éclater l'équilibre fragile. Aucun mot n'était prononcé. Traoré prit place au bout de... La table posa ses mains sur la surface glacée et prit une longue inspiration. Sa voix, posée et tranchante, fendit le silence. « Messieurs, j'ai reçu des informations particulièrement préoccupantes. » Il ouvrit un dossier rouge vif, marqué « Du sceau officiel » et le déposa devant lui avec lenteur. Un coup d'État est en préparation. Un frisson parcourut l'assemblée. Les regards s'échangèrent, mêlant peur, colère et doute. Le colonel Zongo, chef des services secrets, un homme élancé aux lunettes métalliques, se leva et fit circuler des clichés en noir et blanc. Ces photos ont été prises récemment. Il s'agit de réunions secrètes dans un entrepôt à la périphérie. Des armes ont été acheminées sous couvert d'aide humanitaire. Nous avons intercepté des messages cryptés. Il marqua une pause, scrutant le président. Certains officiers supérieurs y sont mêlés. Le silence retomba brutalement. Traoré, méthodique, parcourut les documents un à un, son expression se durcissait au fur et à mesure. Les images étaient de floues, mais les preuves écrites étaient accablantes. « Je connais certains de ces noms », souffla-t-il. « Des officiers que j'ai moi-même promus, des frères d'armes avec qui j'ai passé tant de nuits à planifier la défense de notre pays. » Il se leva soudainement et frappa la table de la paume, faisant sursauter les officiers. « Nous devons agir dès ce soir. Lancez l'opération immédiatement. Je veux chacun de ces hommes arrêté avant l'aube. » Son regard embrasa la salle. Mais qu'on soit bien clair, pas de violence superflue. Notre peuple mérite une justice équitable, pas une vengeance aveugle. Zongo hocha la tête. Et les civils impliqués? La loi doit s'appliquer à tous sans distinction, répondit Traoré avec fermeté. Les heures suivantes furent frénétiques. Dans la cour du palais, les officiers aboyaient leurs ordres, tandis que des blindés s'éclipsaient discrètement. Des hélicoptères survolèrent la ville à basse altitude, leur vrombissement masqué par les bruits nocturnes. Les unités d'élite, dissimulant leur visage, encerclèrent des objectifs bien ciblés. Maisons cossues, entrepôts abandonnés, hôtels discrets. À minuit, l'opération débuta de manière coordonnée sur tout le territoire, avec une précision presque chirurgicale. L'aube, alors que les premières lueurs percèrent l'obscurité, Traoré, toujours en poste dans la salle de crise, reçut les premiers rapports. Le coup de filet avait été une réussite éclatante. Pas un seul tir, plusieurs hauts gradés, et civils arrêtés, des caches d'armes démantelées, des documents, disques durs et messages codés avaient été saisis, révélant une machination bien huilée. La nouvelle se propagea à une vitesse fulgurante. À Ouagadougou, la foule afflua sur la place de la Nation, brandissant des drapeaux aux couleurs nationales. Des cris d'espoir et de reconnaissance s'élevaient. Traoré, le rempart du peuple. Ibrahim, notre défenseur. Le soir même, le président s'exprima à la télévision. Vêtu de son uniforme militaire, debout face au drapeau, il parla avec gravité. « Peuple burkinabé, nous avons mis en échec une tentative de renversement orchestrée par ceux qui ont trahi notre confiance. Je vous promets que la justice suivra son cours. Aucun traître n'échappera. Mais je vous appelle à rester unis. C'est ensemble que nous pourrons faire face à l'adversité. » Après cette allocution, il rejoignit son bureau, fatigué mais soulagé. Les portraits des anciens, le président paraissait l'observer en silence. Assis dans son fauteuil, il fut interrompu par un coup léger. Le colonel Zongo entra, un dossier à la main. « Monsieur, les interrogatoires ont commencé. Le général Ouedraogo a prononcé une phrase étrange. Qu'a-t-il dit ?» Zongo sembla chercher ses mots. Il a simplement dit «
Vous ignorez encore qui tire les ficelles. » Puis il a refusé de parler. Un frisson parcourut Traoré. Il sentait qu'un élément fondamental lui échappait. « Continuez les auditions. Je veux tous les détails. » Zongo déposa une feuille manuscrite sur le bureau. « Autre chose, monsieur. Ce document a été retrouvé dans les effets personnels du général. » Traoré parcourut la liste. Son cœur s'accéléra. Des noms de militaires, de hauts fonctionnaires, puis un en particulier, entouré de rouge, Issouf Zongo, son ami d'enfance. Son frère, il fixa le papier, incrédule, comme s'il espérait que les lettres se déforment sous ses yeux pour nier l'évidence. Issouf Zongo, ce nom sonnait comme un écho douloureux. « Monsieur le Président, vous connaissez cette personne ?» demanda Zongo en observant son trouble. Traoré reprit son calme, dissimulant l'émotion derrière un masque d'autorité. « Poursuivez les vérifications, là, colonel. Je dois réfléchir seul. » Il se leva, marcha lentement vers la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient au loin, faibles et tremblotantes. Comment Issouf pourrait-il être impliqué? Issouf, son frère de sang, des souvenirs vifs ressurgirent. 2 enfants jouant dans les ruelles de Dédougou, leurs ballons faits de sacs plastiques noués. Issouf, plus robuste, s'interposant contre les caïds, personne ne touche à Ibrahim. Rugissait-il à la sortie de l'école? À 10 ans, perchés sur une colline, ils avaient défixé l'horizon, rêvant tout haut. « Un jour, on changera le pays », avait dit Ibrahim, l'œil brillant. « Ensemble », avait répondu Issouf en scellant leur promesse d'une poignée de main. Puis, la vie les avait séparés. Ibrahim avait gravi les échelons de l'armée. Issouf avait étudié l'agronomie à Dakar avant de revenir travailler dans l'administration. Quand Traoré prit le pouvoir, il proposa à Issouf un poste clé. Celui-ci avait décliné. « Je suis plus utile sur le terrain, le peuple doit voir que ses besoins ne sont pas oubliés. » Traoré avait vu dans ce refus un signe de noblesse. Il n'avait pas imaginé autre chose. Il appela le commandant Kaboré. « Mettez Issouf Zongo sous surveillance discrète. Pas d'arrestation, pas d'interrogatoire. Je veux juste des faits et que cela reste entre nous. » Les jours suivants furent éprouvants. Le peuple fêtait la victoire, mais Traoré, seul, doutait. Les rapports décrivaient une vie simple, rien d'inhabituel. Jusqu'au jour où un agent déposa une clé USB sur son bureau. « Monsieur, une vidéo de surveillance. » Il l'ouvrit. L'image était floue, mais claire. Issouf pénétrait dans un entrepôt, sac en main. Il en sortait 2 heures plus tard, le regard méfiant. « Ce bâtiment appartient à une société écran liée au général », précisa l'agent. Un autre rapport tomba, un enregistrement audio. La voix d'Issouf, « Ce système est pourri jusqu'à la moelle, il faut tout reconstruire. L'heure approche. » Traoré l'écouta en boucle. Cela pouvait-il être truqué? Mais les éléments s'accumulaient, réunions secrètes, transferts suspects, messages chiffrés. Il devait l'entendre de vive voix. Préparer une voiture banalisée. « Je pars demain pour Dédougou, seul. »« Monsieur, c'est contre le protocole ?» protesta Saadogo. « Je ne négocie pas. Personne ne doit savoir. » Il accepta une escorte lointaine. Sans intervention, à l'aube, une vieille Corolla démarra. Traoré, vêtu d'un boubou bleu et d'une casquette usée, prenait le volant. Son esprit bouillonnait. Après plusieurs heures sur des pistes accidentées, il arriva au hameau. La maison d'Issouf en banco se dressait sous un fromager. Il la frappa. Pas de réponse, il entra. Issouf terminait sa prière. Il se releva, leurs regards se croisèrent. « Je savais que tu viendrais, » dit-il calmement. « Pourquoi ?» demanda Traoré, la voix cassée. « Parce que tu as trahi nos espoirs. Ce village n'a rien, et toi, que leur as-tu donné ? J'ai pris le pouvoir dans un pays ravagé. Des excuses ? Tu t'es coupé de ceux qui t'ont vu naître. Tu t'es allié à des traîtres, toi, mon frère ? Je pensais que tu n'étais plus celui qu'on connaissait. Tu aurais pu me parler, tu m'aurais écouté, tu aurais encore envoyé un ministre comme la dernière fois. » Traoré baissa les yeux. « Tu es encore cet enfant qui rêvait de changer le monde ?» demanda Issouf. Les larmes montèrent. « J'ai fait des erreurs, mais toi, tu as trahi. Parfois, trahir un homme, c'est rester fidèle à des principes. » murmura Issouf. « Parfois, une trahison reste une trahison, » répliqua Traoré. « Et maintenant ?» demanda Issouf. Traoré envoya un message discret. La porte s'ouvrit. Des soldats entrèrent. « Issouf Zongo, vous êtes en état d'arrestation. »« Je suis désolé, Ibrahim, » dit Issouf. Seul, Traoré s'effondra. Dehors, le soleil s'effaçait lentement, ne laissant plus que des ombres longues sur la cour. Le bêlement des chèvres s'élevait, semblable à un chant funèbre. L'arrestation d'Issouf Zongo secoua le pays comme une onde de choc. Les gros titres firent la une de tous les journaux, l'ami déchu, une fraternité en ruine, et sur les réseaux sociaux, une vieille photo refit surface. Issouf et Traoré, souriant lors d'un mariage à Dédougou, les débats s'enflammaient. Certains dénonçaient une machination, d'autres y voyaient une trahison impardonnable. Traoré, lui, se mura dans le silence. Il suspendit ses apparitions publiques, restant enfermé des heures entières dans son bureau.
Il contemplait inlassablement un cadre posé sur son bureau. Lui et Issouf, adolescents, posant fièrement devant leur ancienne école délabrée. 3 jours plus tard, le ministre de la Justice, Maître Compaoré, un juriste réputé pour sa rigueur, pénétra dans le bureau sans frapper. « Monsieur, il faut discuter du procès. Les avocats réclament un traitement particulier pour Issouf, compte tenu de vos liens personnels. » Traoré, sans quitter la photo des yeux, répondit « Le procès sera juste, transparent, avec la présence d'observateurs internationaux. Aucune faveur ne sera accordée. Et pour Zongo, insista Compaoré, la loi s'applique à tous, y compris à lui, trancha-t-il. En remettant de l'ordre dans ses papiers, Traoré découvrit une enveloppe oubliée. L'écriture, tremblante sur le dessus, était familière. C'était celle de la tante Fanta, la doyenne du village. Il ouvrit la lettre « Mon fils Ibrahim, je vous ai vu grandir, toi et Issouf. Je ne défends pas ses actes, mais je sais qu'il t'aimait profondément. Peut-être que cet amour, déformé, par l'amertume, l'a égaré. La colère aveugle, mais le pardon est clair. Que Dieu guide tes décisions, Tata Fanta. » Les mots lui serrèrent le cœur. Il relut la lettre encore et encore, les yeux humides. Un autre coup discret à la porte. La ministre des Affaires étrangères, essoufflée, entra. « Monsieur, la presse étrangère réclame une déclaration. Certains articles affirment que cette affaire vous a détruit. » Traoré esquissa un sourire triste. « Détruit ? Non. Transformé ? Oui. » Ce soir-là, il prit la parole à la télévision, sans filtre, sans masque. « Peuple burkinabé, je vous parle aujourd'hui non pas comme votre président, mais comme un homme blessé par la trahison d'un frère. La justice suivra son cours. Mais la véritable douleur est celle du cœur. J'ai entendu vos voix, vos critiques, vos espoirs. Je promets de mieux vous servir partout, des villes aux villages oubliés. » Ce discours toucha profondément les Burkinabés. Les réseaux s'emplirent de messages de compassion. Le lendemain, Traoré signa un décret, interdiction formelle de toute représailles contre les proches des conspirateurs. La justice vise les coupables, pas leurs familles, déclara-t-il à ses conseillers. Les semaines passèrent, Traoré changea. Il devint plus attentif, plus proche du terrain. Il visita les zones rurales, écouta les plaintes des aînés, consulta des citoyens ordinaires pour mieux gouverner. La trahison d'Issouf avait laissé une cicatrice mais aussi éveillé une nouvelle conscience. Un jour, Sadogo lui présenta un article critique. Traoré affaibli par la chute de Zongo. Traoré le lut et dit simplement « Ils ne comprennent pas. La force, ce n'est pas la rigidité. La vraie force, c'est croire encore, malgré tout. » 6 mois plus tard, le procès fut retransmis à la télévision nationale. Des observateurs africains veillaient à son bon déroulement. Le pays tout entier suivait. Quand Issouf comparait, amaigri mais digne, il déclara calmement « J'ai cru agir pour le bien commun. Mais j'ai rompu le pacte de loyauté. Je mérite ma peine. » Son aveu laissa l'audience sans voix. Même ses accusateurs furent décontenancés. Un matin brumeux, Traoré retourna à Dédougou. Il visita son ancienne école. Dans un couloir envahi de végétation, il retrouva une inscription gravée dans le mur. « IT plus I, frères à jamais ». Quelques jours plus tard, il lança un programme inédit. Frères d'avenir, un fonds national pour former des jeunes issus des zones défavorisées. Financé grâce à des réallocations militaires, ce programme ouvrait des centres éducatifs dans plusieurs régions. Lors de l'inauguration du premier centre, une fillette, Hawa, l'interpella. « Monsieur le Président, vous croyez encore aux gens après ce que votre ami a fait ?» Il s'agenouilla, posa la main sur son épaule et répondit « Oui, Hawa, c'est justement pour ça que je continue. On ne doit jamais laisser une déception tuer l'espérance. » Quelques semaines plus tard, une nouvelle lettre arriva à la présidence. Elle venait de la prison. L'enveloppe portait la signature d'Issouf Ibrahim. « Je suis rongé de remords. J'ai cru agir au nom du peuple. Mais j'ai brisé notre promesse. Tu es resté fidèle même si cela t'a coûté cher. Si ton cœur le permet, pardonne-moi ton... » Frère, Issouf Traoré, lut la lettre en silence. Puis il la glissa contre sa poitrine, le regard noyé d'émotion. Et 1 an après la tentative de putsch, un mémorial fut inauguré à Ouagadougou. 3 piliers en granit représentaient vérité, justice, unité. Le monument, situé dans un jardin public, était devenu un lieu de mémoire. Lors de la cérémonie, Traoré déclara « Nos véritables ennemis ne sont pas nos frères, mais l'injustice et la méfiance. Ensemble, nous bâtirons un Burkina à la hauteur de nos espoirs. » Un enfant s'approcha, il s'appelait lui aussi Issouf. Il offrit un bouquet de fleurs sauvages au président. Ce dernier l'étreignit avec émotion, un sourire mélancolique sur les lèvres. Sous le ciel étoilé, une phrase était gravée à la base du monument. « La blessure la plus profonde ne vient pas des armes, mais de la main qu'on croyait alliée. »